Les vidéos amateurs, ce sont des consommateurs habituels de pornographie qui deviennent producteurs. Donc, les gens qui regardent de la pornographie peuvent ensuite se filmer. Ça, on a tout le phénomène des sextapes, notamment aux États-Unis. Toutes les stars d'Hollywood ont leurs sextapes, hein, ça c'est nouveau. On a même le fils d'un ancien président de la République qui fait le signe de croix quand il va au Vatican. Mais son fils fait des sextapes. Donc ce genre de choses peuvent être assez choquantes. Et puis surtout maintenant, on a, n'importe qui, un adolescent du fin fond de la campagne dans le Midwest américain, peut devenir producteur lui-même de contenu pornographique. Ensuite, notre quatrième coup de projecteur, c'est qui subit la pornographie. Je vous l'ai déjà dit, nous la subissons tous. Donc tous les jours, on est en marche sur le chemin qui mène à la pornographie et qui peut mener à l'addiction. Et donc de notre plus jeune âge, et vraiment ça peut commencer très jeune, enfin les affiches dans la rue, elles sont visibles par des enfants qui ont 3-4 ans. Donc ça c'est clair et net, tout le monde le subit. Il n'y a pas de milieu protégé non plus. Tous les milieux peuvent potentiellement être attaqués. Récemment, enfin, on va dans tout un tas de communautés, notamment de communautés religieuses, et il y en a beaucoup qui se croient protégés. Ça n'est pas le cas. Aucun milieu n'est protégé. Ensuite, si on va avec la forme de l'entonnoir, ceux qui subissent ensuite la pornographie, ce sont les pornophiles. Les pornophiles, donc, ce sont ceux qui vont régulièrement consulter des matériels pornographiques. Et puis plus précisément, on peut parler même des dépendants à la pornographie, addicts en bon français. Donc les dépendants à la pornographie, ça, comme je vous l'ai dit, ce sont les gens qui regardent plus de 5 heures par jour du matériel pornographique. Pour vous donner une petite statistique qui va j'espère vous faire réagir, il y a une récente, même pas si récente, ce qui est probablement même encore plus grave, c'est probablement pire aujourd'hui. Dans un sondage aux États-Unis, 50% des adolescents américains ont déclaré avoir été initiés à la pornographie avant l'âge de 12 ans. Donc c'est assez terrifiant. Il y a un autre chiffre qui est assez terrifiant, c'est au moment où on parle là maintenant, un tiers des connexions Internet, un tiers des fichiers sur Internet concernent de la pornographie au sens strict. Le premier site pornographique au monde, que je ne citerai pas encore une fois pour ne pas leur faire de pub, compte environ 300 millions d'abonnés. Chaque jour, il y a 100 millions de personnes qui consultent ce site. Dans tous les pays du monde, vous regardez le top 10 des sites les plus consultés, vous avez, si ce n'est pas ce site-là, c'est un autre site du même acabit. Donc il y a quelques exemples, mais ça c'est pour l'espoir que je vous dirai à la fin de la conférence. Donc, une autre statistique, les 4 premiers sites les plus connus en termes de pornographie, les plus consultés, totalisent chaque année 350 milliards de vidéos visionnées. Enfin, ce sont des chiffres c'est des PIB européens complets. Donc ça ne peut qu'être inquiétant. On peut se poser la question, quand on parle de qui subit la pornographie, si la personne qui subit la pornographie est responsable de sa consommation. Donc évidemment, on peut se dire, tout le monde est responsable de ses actes et tout le monde est responsable donc du fait de regarder la pornographie. En fait, il y a un concept marxiste qui est assez connu, qui est celle de la distinction entre la liberté réelle et la liberté formelle. Donc la liberté formelle, en droit, en théorie, nous avons tous la possibilité de ne pas cliquer sur du matériel pornographique, mais quand on a subi un conditionnement aussi fort que celui qu'on subit depuis des dizaines d'années, la liberté réelle est évidemment beaucoup plus réduite. Donc évidemment, oui, la liberté formelle, oui, moi je pourrais décider de partir aux Seychelles demain matin et de me la couler douce pendant 10 ans, mais ma liberté réelle n'est évidemment pas le même cas, et c'est le même raisonnement sur la pornographie. La réelle liberté qu'ont les consommateurs de pornographie, dont il ne faut pas en vouloir aux consommateurs de pornographie, on peut les culpabiliser pour leur faire se rendre compte de leurs erreurs, mais il ne faut pas en vouloir, ils subissent eux-mêmes, il suffit qu'ils soient un petit peu faibles à un moment ou à un autre de leur vie pour subir cette pornographie, et c'est extrêmement facile, c'est devenu le b.a.-ba de l'adolescence. Moi qui suis jeune, moi j'ai 25 ans, eh bien j'ai vu dans mon entourage depuis que je suis au collège, probablement, on est peut-être pas à 100%, mais on est dans l'ordre des 100% de visionnage de pornographie à ces âges-là, quand on est un jeune garçon. Donc ça ne peut qu'être inquiétant, et ces gens-là ne sont pas des gens mauvais, ce sont des gens qui n'ont pas la réelle liberté de ne pas cliquer. Quand on a 13 ans, qu'on a un outil comme Internet à sa portée, c'est très difficile de ne pas tenter le diable, si je puis dire.
Voilà, donc notre 5e coup de projecteur maintenant, ce sont les conséquences de la pornographie pour une personne en tant que telle. Donc elles sont évidemment dramatiques. Il y a 4 règles simples dans la consultation de matériaux pornographiques. C'est d'abord toujours plus souvent, c'est ensuite toujours plus longtemps, c'est ensuite toujours plus extrême, et enfin toujours plus violent. Ça, c'est une règle qu'on peut vraiment rapprocher à celle des drogues. Il faut toujours augmenter les doses. Quand on regarde de la pornographie, il faut toujours augmenter les doses. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En fait, la pornographie, elle fait au cerveau elle a sur le cerveau des effets très palpables et très clairs et nets. On a une substance dans le cerveau qui s'appelle la dopamine, que vous connaissez probablement, qui est celle qu'on a par exemple quand on voit un plat appétissant, la dopamine agit et on a envie de manger. Et bien quand on regarde de la pornographie, on a de la dopamine qui est libérée. Et tout le problème, c'est que le cerveau n'est absolument pas fait, ça n'est absolument pas naturel d'être exposé à du matériel libérant autant de dopamine pendant aussi longtemps. Donc ça perturbe complètement le cycle de la dopamine et donc le cerveau en lui-même. Et c'est là qu'on rentre dans le processus de la drogue, c'est-à-dire que la dopamine ayant moins d'effet en fonction avec le temps, il faut toujours aller dans le plus violent, dans le plus gore. Et ça, je vous disais, dans les recherches que font les utilisateurs, donc ça, ce sont ce que les gens recherchent sur les sites pornographiques, chaque année, il y a des sites qui sont très loquaces à ce sujet. Chaque année, on est dans des thèmes plus gore. Et je peux vous en citer un, par exemple, qui a un développement ces dernières années, c'est mère et fils. Voilà. Donc ça, c'est un des thèmes qui est, dont les sites se vantaient d'être dans les nouveaux thèmes à la mode en 2018. Et chaque année, enfin, dans 10 ans, on peut reprendre le même débat. Dans 10 ans, ça sera probablement des thèmes qui vous choqueront encore plus, qui nous choqueront encore plus, parce qu'ils seront évidemment plus graves. Parce que les gens qui auront regardé le thème mère et fils, iront dans des thèmes, auront besoin, mécaniquement, par l'effet de leur cerveau, auront besoin d'aller dans des thèmes encore plus sales, le mot est clair. Et donc, on pourra avoir, enfin, ça sera beaucoup plus pire. Ça sera bien pire, c'est chaque année pire. On a aussi, quand on est dans l'addiction, plus seulement dans la consultation occasionnelle, ou régulière, mais quand on est dans la réelle addiction, donc quand on passe à 5 heures, là on a des témoignages qui sont clairs et nets, tous les médecins avec lesquels on travaille nous les confirment, c'est tout simplement physique, il y a des effets physiques. Donc je vous ai parlé des effets psychiques, des effets physiques, on a eu un exemple d'un témoignage qui nous disait qu'il avait des gestes incontrôlés, des gestes physiques incontrôlés. Ça, évidemment, on n'a pas l'impression d'en croiser tous les jours dans la rue, mais il y en a, on ne s'en rend pas compte. On regarde moins les gens dans la rue de toute façon, mais il y en a. La sociabilité, évidemment, est naturellement, comme toute addiction, atteinte. Il y a un isolement qui est flagrant. On peut clairement assimiler ça à une espèce d'esclavage. Il y a des gens qui sont esclaves de leur pornographie. Donc ça c'est un témoignage clair et net que j'ai relu tout à l'heure d'ailleurs pour l'avoir bien en tête. C'est un témoignage clair et net qu'on a eu, en l'occurrence, qui collectionne tous les effets dont je viens de vous parler. Ce sont les conséquences individuelles, mais il y a aussi des conséquences sociales. Les familles sont brisées par la pornographie, que ce soit celles des enfants, comme bien souvent, ce sont plus souvent les hommes, mais parfois les femmes, les couples sont brisés eux aussi par la pornographie. On a aussi des témoignages clairs et nets à ce sujet qui nous prouvent que même en n'étant pas soi-même consommateur de pornographie, il suffit que quelqu'un dans notre entourage, souvent son conjoint, quand il en est dépendant ou en tout cas amateur, ça a des conséquences très très graves sur la personne, même si elle ne regarde pas de pornographie. La vie sociale est évidemment détruite. On a par exemple un raisonnement qu'on peut se faire, c'est que la violence, de manière générale, dans la société du XXIe siècle, en France en tout cas, elle n'a plus le droit de citer. Aujourd'hui, une manifestation dans les années 30, il y avait une centaine de morts. Aujourd'hui, une manifestation, ça se passe dans le calme. Donc de manière générale, la violence est immédiatement montrée du doigt. On peut se dire que c'est une bonne chose. Mais ce dont on ne se rend pas compte, justement par sa nature privée et cachée, c'est la violence dans la vie privée. Et cette violence dans la vie privée, c'est celle de la pornographie. Le fait de regarder toujours des contenus plus violents est une expression
probablement une expression de ce manque de violence pratiquement dans la vie publique. Donc en fait, on a simplement fait que la déplacer. On n'a absolument pas réglé le problème. Donc la violence sur les femmes, par exemple, là, les féministes, on pourrait les entendre bien plus souvent sur les conjoints qui sont violents avec leurs femmes. Bien souvent, c'est très lié à la pornographie. Et c'est une évidence, la situation de la femme dans un milieu pornographique est évidemment déplorable. Voilà, donc pour un 6e coup de projecteur maintenant, c'est pour vraiment bien enfoncer le clou. Après tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'on peut se poser la question si la pornographie est réellement un mal en soi? C'est absolument indiscutable. La pornographie, c'est la façon catégorique de refuser symboliquement une personne dans son ensemble. Donc c'est plus une âme, un esprit, un cœur, un corps. C'est plus qu'un corps qui est bien souvent meurtri, abîmé, encore pire, ciblé sur uniquement les organes sexuels, puisque l'attention du consommateur n'est portée que sur les organes sexuels des acteurs. Donc on est réduit qu'à une seule partie de notre corps. Et voilà, notre attribut sexuel est uniquement ça. Et donc évidemment, suite à la consommation, on ne peut que... pareil, un autre témoignage, qu'on a un addict qui nous dit que quand il regarde des gens dans la rue, quand il voit des femmes dans la rue, qu'il le veuille ou non, son inconscient lui renvoie les images qu'il a vues dans sa pornographie. Donc, quand on est croyant, c'est encore plus clair d'ailleurs. Alors là, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais si jamais vous parlez avec des croyants qui seraient eux-mêmes un peu trop ouverts à ce sujet, vous pouvez leur dire clairement, ça c'est dans le Sermon sur la montagne, je crois, où le Christ nous dit clairement que celui qui regarde la femme de son voisin commet déjà de l'adultère en son cœur. Et voilà, c'est exactement ça. La pornographie, ce sont nos voisins. Les gens, et notamment les couples, parce qu'il y en a énormément de couples qui regardent de la pornographie ensemble, les couples qui regardent de la pornographie sont en adultère concomitant et commun. Donc ça, c'est assez clair. Donc on a vraiment, en matière quand on est catholique, quand on est croyant, c'est extrêmement facile, uniquement avec cet aspect-là. Mais il y a plein d'autres. Il y a la Sainte Vierge à Fatima qui disait que les familles allaient être détruites de l'intérieur. C'est exactement ça, c'est Internet qui s'est immiscé dans les familles et qui détruit l'intérieur des familles. Et puis, est-ce que c'est vraiment mal? Prenez par exemple prenez pas de l'héroïne, mais prenez l'exemple de l'héroïne. Si vous prenez de l'héroïne une fois, est-ce que c'est mal? Eh bien oui, la question ne se pose pas. Prendre de l'héroïne une fois, c'est mal. Il n'y a pas besoin de l'en prendre 150 fois, c'est mal en soi. Donc, il est indispensable vraiment d'aller contre le discours ambiant auquel on n'est peut-être pas confronté dans tous les milieux, mais auquel on est confronté dans la masse de la population. Le discours ambiant, c'est de dire que la pornographie, ce n'est pas grave, c'est quelque chose de trivial, et il s'agit vraiment d'être un roc contre cette mer déchaînée qui rend la pornographie triviale. Donc on a par exemple des concepts comme porno chic, comme porno féministe, comme porno artistique. Tout ça, ce sont des leurres et il ne faut absolument pas le louper. C'est clair et net. Parce que derrière, il y a toujours la même chose, c'est la marchandisation du corps, c'est la réduction des personnes à l'état d'objet. Ça, c'est une constante. Peu importe les mots-clés ou l'artifice marketing qui est utilisé. Et puis par ailleurs, regardez la pornographie, bien souvent, même absolument tout le temps, toutes les industries pornographiques sont liées à des réseaux mafieux. Donc, si vous regardez l'historique des industries pornographiques, tous les pornographes ont été, dans le passé, il y a 100 ans, donc tous les pornographes actuels, leurs ancêtres étaient liés à la prostitution, liés à la drogue, liés au jeu. Donc, c'est dans les vices. Et donc, évidemment, l'espèce d'offensive marketing qui serait de légitimer ou de normaliser l'industrie pornographique est un leurre sur lequel il faut se battre frontalement. Donc ensuite, je vais vous faire un dernier coup de projecteur qui va être un petit peu une note d'espoir, c'est sur comment lutter contre la pornographie de manière générale. Le premier endroit où lutter contre la pornographie, c'est en famille. Donc, vos enfants, vos petits-enfants et vous-même devez vous battre d'abord dans votre famille. Il s'agit de construire ou de reconstruire une forteresse familiale absolument imprenable.
et puis donc d'en irriguer l'environnement. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Il faut marteler, un des premiers concepts qu'il faut remettre à l'ordre du jour, c'est le concept de bien et de mal. Ce sont des concepts qui sont oubliés, qui sont même dénigrés bien souvent. Les concepts de bien et de mal sont absolument indispensables pour lutter contre la pornographie. Et donc il faut dire évidemment que la pornographie est un mal. Et dans le bien, de l'autre côté, on peut avoir des concepts beaucoup plus positifs, comme celui de la pureté, qui est aussi un mot qu'on utilise assez peu en politique, dans les politiques qui doivent nous dire quel est le bien commun vers lequel nous allons, utilisent bien peu ce mot qui devrait pourtant être vraiment remis à l'ordre du jour. L'éloge de la pureté est absolument indispensable au sein des familles. Il y a aussi une éducation à la pudeur, donc ça pareil, dans les témoignages que nous avons, ou dans les retours que nous font les médecins, les jeux d'enfants peuvent... Il ne s'agit pas, évidemment, ce n'est pas à chaque fois, mais il s'agit d'être vigilant, notamment sur ces jeux d'enfants. Ça peut être le départ de l'engrenage vers la pornographie. Donc on a un bon exemple, par exemple, pour ne pas avoir de téléphone portable dans les chambres. Ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut absolument refuser. Pour un enfant, pour un jeune, un téléphone portable ne doit pas entrer dans une chambre. Donc nous, on a une de nos collègues à l'association qui a une technique assez simple, qui est la boîte à portable. Donc ça c'est tout simple, à l'entrée de la maison il y a une boîte dans laquelle les enfants comme les parents, c'est très important que les parents le fassent aussi, puisqu'il faut donner l'exemple, les enfants comme les parents déposent leur portable et donc ils n'entrent pas dans la chambre, ils n'entrent pas dans l'intimité. Donc ça on a eu un autre exemple à ce propos-là, un enfant qui avait, donc c'est un exemple qu'on a eu à Saint-Jean-de-Passy, un élève de Saint-Jean-de-Passy qui avait 11 ans et qui regardait chez lui et à la récréation même, pour vous dire le point auquel on en était, des vidéos pornographiques. Évidemment, l'institution en a été avertie et on en a parlé avec les parents, mais enfin, c'est clairement... Le problème, en l'occurrence, était clairement le portable, et notamment le portable en tout temps. Évidemment, un portable dans la chambre, c'est comme dire à un enfant, tenez, regardez, tiens mon gamin, je vais te montrer une boîte à bonbons, elle est pile sous ton lit, mais tu n'as pas le droit d'y toucher, hein, tu n'y touches pas. Évidemment, la première occasion, la main va se glisser dans la boîte à bonbons. Donc la même chose avec les lectures. Il s'agit vraiment de faire de la maison familiale un lieu sacré, sanctifié, on pourrait même dire, dans lequel aucun matériel pornographique ne peut entrer, peu ou prou. Même chose sur les fréquentations des enfants, ça c'est un autre aspect. Il est indispensable, encore une fois, donc dans le cadre de la sanctification de la maison, il est indispensable que les fréquentations des enfants soient contrôlées et soient protégées. Et naturellement, quand on est ouvert à tous les vents, quand on a une maison ouverte à tous les vents, il y a des vents mauvais qui peuvent entrer. Et ça, il s'agit vraiment de protéger sa maison de ça, donc surveiller les amitiés, les fréquentations des enfants. Donc la vigilance est vraiment le maître mot là-dedans. Il ne faut pas avoir peur d'exercer un contrôle bienveillant naturellement, mais un contrôle sur ce que font les enfants. On a un autre exemple, on a une de nos collaboratrices qui avait, ça c'est un exemple très trivial encore une fois, on avait une de nos collaboratrices dont l'enfant a 10-11 ans, qui travaillait sur la Première Guerre mondiale, et qui donc, dans le cadre de son travail, avait accès à l'ordinateur, et il a cherché sur internet, pensant se cultiver, photos de poilus. Naturellement, ça peut être, enfin évidemment il est tombé sur des images choquantes et qui peuvent vraiment être traumatisantes pour un enfant. Enfin moi personnellement, je vais vous dire ça, quand j'étais enfant et la première fois que je suis tombé sur des images comme ça, j'étais traumatisé. Et j'étais choqué, clairement. Et n'importe quel enfant, quand on en discute autour de nous, n'importe quel jeune enfant, quand il tombe sur des images comme ça, qui sont à notre portée sur Google, sont choqués. Donc ça c'est quelque chose aussi à surveiller. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y avait une soirée spéciale de France 2 sur le sujet de la pornographie de la jeunesse. Et il y avait un témoignage qui était celui d'une petite fille qui s'appelle Leila, qui a 9 ans, et qui disait qu'elle s'ennuyait un jour où elle était chez elle, et elle avait accès à l'ordinateur, et donc elle a cherché des images de gens qui font des bébés. Et naturellement, encore une fois, elle est tombée sur du contenu qui ne devrait absolument pas avoir lieu, qu'elle n'aurait jamais dû voir, qu'un développement harmonieux d'un enfant ne permettrait pas de voir. Ça, c'est une évidence. Donc je pourrais vous en citer vraiment à l'appel des exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc il s'agit vraiment d'être vigilant. Vigilant enfin sur un dernier aspect, c'est au niveau des écoles et des lycées que fréquentent les enfants. Ça c'est très important de ne pas regarder uniquement le taux de réussite au bac, mais aussi de regarder le contrôle, la sensibilisation à ces sujets-là qu'ont fait les écoles.
Notamment, soyez très vigilants sur les cours d'éducation sexuelle. Les cours d'éducation sexuelle doivent être faits à l'intérieur de la famille, c'est la première chose. Donc les cours d'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui peut être bien dans quelques cas, qui est bien souvent mauvais. Il suffit que les attentions soient mauvaises pour que ça puisse être très destructeur. Donc je ne sais pas si vous connaissez Farida Belgoul par exemple, qui a fait un très bon travail là-dessus et qui disait qu'à l'éducation nationale il se passait des choses absolument choquantes, notamment récemment j'ai vu qu'on apprenait à des enfants ce qu'était une éjaculation. Voilà, ça c'est des choses des enfants de CM1, CM2. Donc c'est des choses qui devraient évidemment absolument pas arriver et qui sont... Enfin, quand on entend ce genre de choses, il faut sentir le feu en nous bouillir et se lever vent debout contre ce genre de choses. Donc, voilà au niveau privé. On peut ensuite faire agir au niveau public. Donc, vous-même, quand je vous dis qu'il est nécessaire de se battre, d'être vent debout contre ces agissements-là, un très bon exemple qui est vraiment tout simple et que personnellement je fais, qui est quand vous voyez une image pornographique sur un kiosque à journaux, il faut cogner à la porte du kiosque et il faut lui dire « ça c'est choquant ». Ça, monsieur, il y a des enfants qui peuvent le voir et c'est absolument choquant et vous devriez avoir honte de le faire. Bien souvent, c'est pas eux qui le font, c'est souvent des diffuseurs. Mais le fait de leur dire, le fait qu'ils sentent qu'inconsciemment, il y a une ambiance de gens qui refusent ce genre de comportement, c'est absolument indispensable. N'hésitez pas à écrire des lettres. Écrivez des lettres à des marques qui seraient choquantes, écrivez-leur des mails, faites tout ce que vous pouvez à l'éducation nationale, tout ce qu'on peut, chaque petit acte participe à créer une ambiance anti-pornographique, ou en tout cas hostile à la pornographie, et ça il est de notre responsabilité individuelle en tant que, oui, nous ne sommes pas tous des institutions, alors oui, moi je suis avec Stop au porno, mais il n'y a pas besoin d'être avec Stop au porno pour faire sa part, et ce genre de choses a clairement un effet. Il s'agit vraiment de faire front sur de se battre sur tous les fronts. Donc, n'hésitez vraiment pas à bousculer, ça c'est quelque chose qui va arriver, bousculer les institutions, l'Église s'il le faut, les églises, les responsables intellectuels, les journalistes, les gens à la radio, à la télé. Il faut vraiment se battre sur tous les fronts. Donc pour conclure, la lutte contre la pornographie, c'est un combat fondamental pourquoi ? D'abord pour protéger l'épanouissement des personnes en elles-mêmes, ça semble assez clair. Et ensuite pour protéger la solidité des familles, pour contrer ce projet général qui est révolutionnaire, qui est de faire disparaître toute l'organisation sociale, toute la morale, pour faire des gens uniquement consommateurs, jouisseurs, éphémères et immédiats, donc des gens d'individus. Et je vais enfin terminer avec des notes d'espoir. Donc on a quelques espoirs. Il y a des États qui ont clairement les choses en main. Donc l'exemple le plus connu, c'est celui de la Russie. Il y a eu une décision de justice de 2015 qui a bloqué un très grand nombre de sites pornographiques qui ne sont tout simplement pas accessibles en Russie. Évidemment, il y a toujours des moyens quand on est un peu geek, il y a toujours des moyens de contourner. Mais en l'occurrence, on le voit clairement, parmi les principaux sites qui ont cours en Russie, il n'y a pas ou très très peu de sites pornographiques, l'essentiel ayant été bloqué. Il y a les Philippines par exemple qui a aussi bloqué beaucoup de sites à caractère pornographique. Et le meilleur exemple, à mon avis, en tout cas, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud qui interdit la production, la vente, la revente de pornographie et qui a bloqué à peu près tous les sites pornographiques du pays. Donc la Corée du Sud est probablement un des pays, avec peut-être la Corée du Nord d'ailleurs, un des pays les plus protégés, avec peut-être tous les pays qui n'ont pas beaucoup d'accès à Internet, un des pays les plus protégés. Évidemment, il y a la Chine, mais la Corée du Sud, qui est un pays occidentalisé depuis déjà des décennies, démocratique, c'est un merveilleux exemple duquel il faut s'inspirer. Et c'est pour vous dire, il y a des sociétés qui s'en prémunissent vraiment. La Corée du Sud en est un très bon exemple. Et des réactions locales aussi qui peuvent être citées. Nous, on travaille avec une ville en Australie, qui est une grande ville, qui est une ville de 150 000 habitants, qui s'appelle Toowoomba, dans laquelle le maire a décidé de nettoyer complètement sa ville de la pornographie. Et donc, il a réuni toute la population sur la place centrale de Toowoomba, et ils ont prêté ensemble un serment anti-pornographique, donc de ne jamais consulter de matériel pornographique et de lutter de toutes ses forces. Je vous encourage à faire en votre cœur ce serment aussi, de lutter de toutes ses forces contre le fléau pornographique. Évidemment, la société civile aussi. Nous, je travaille personnellement, et nous sommes plusieurs à travailler
dans une association qui s'appelle Stop au porno. Bon, cette association-là, son but est clair et net, c'est vraiment de stopper l'hypersexualisation d'abord, mais surtout la pornographie, et encore pire quand elle s'adresse à des enfants, puisque c'est bien souvent en accès libre à des enfants. Sur Internet, encore une fois, il ne faut pas se leurrer. Un enfant qui a un accès à Internet, il y a des très fortes probabilités qu'il tombe, qu'il le veuille ou non, sur du matériel pornographique. Donc c'est un combat dans tout ce phénomène-là de destruction des valeurs, d'inversion même des valeurs, de réduction des humains à du matériel donc consommable, donc jetable. Dans tout ce phénomène-là, la pornographie est vraiment le visage le plus véridique, et donc évidemment le plus sale de ces adversaires contre lesquels on lutte. Donc il est vraiment, et nous le savons tous, ça met en danger vraiment l'humanité. Tous ces aspects-là mettent en danger l'humanité. Ça rejoint plein d'autres aspects, hein, notamment la PMA, mais ça met en danger l'humanité tout entière, et il est absolument indispensable de lutter de toutes ses forces contre ce fléau. Je vais juste terminer, je ne l'ai pas sorti. Voilà, je vais vous citer un petit extrait d'un livre que je lis récemment, qui donne un espoir profond sur ce que devrait être la sexualité, l'amour et donc la sexualité. Alors il faut juste que je retrouve. Donc je vous le cite, c'est un livre, c'est Lettres à un jeune poète donc assez connu, de Rainer Maria Rilke. Et on a donc je vais vous citer cette phrase. « S'il savait respecter sa fécondité, qui est une, que son apparence soit spirituelle ou corporelle, et si la jouissance qu'elle donne, la fécondité, est indescriptiblement belle et riche, c'est qu'elle est pleine des souvenirs hérités de procréation et d'enfantement par millions. Dans une seule pensée créatrice revivent 1000 nuits d'amour oubliées qui l'emplissent de majesté et d'élévation. Et ceux qui dans la nuit s'unissent et s'enlacent dans les bercements de la volupté font œuvre sérieuse. Ils amassent douceur, profondeur et force pour le chant de quelques poètes à venir qui se lèvera pour dire d'indicibles délices. » Voilà l'objectif vers lequel nous devons aller, et c'est pourquoi il est absolument indispensable de se battre contre la pornographie, et je vous encourage tous à le faire, et je vous remercie donc de m'avoir écouté.